Rien que des acclamations ce soir. Voilà. Et ils sont venus, mesdames et messieurs, pour apporter une grande force à ce rassemblement ce soir. Et c'est dans l'union, la fraternité, la paix, l'amour, bien sûr, que nous sommes rassemblés ce soir dans cette salle. La bénédiction de Papa Boigny. Président, je reçois la bénédiction de Papa Boigny. Président, je reçois la bénédiction de Papa Boigny. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Touré Ali, secrétaire national chargé des organisations et institutions internationales, UNHCR, représentant le ministre d'État Amadou Bob Coulibaly. Monsieur Touré Mamadou, porte-parole adjoint du UNHCR, conseiller jeune du président de la République. Monsieur Zié Coulibaly Daouda, président de la Fondation PDCI Espoir. Mesdames et messieurs, les membres des instances du parti du PDCI, l'UDPCI, MFA, RDR,
militants du RHDP France, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, permettez-moi de remercier les initiateurs de cette cérémonie et toutes les bonnes volontés qui ont permis la tenue de cette cérémonie d'hommage et de remobilisation à l'endroit de l'obéissance. Le ministre d'État, M. Amadou Bon Coulibaly, honorables délégués et représentants des partis membres du Rassemblement des démocratistes pour la démocratie et la paix, Monsieur le Président du RHDP, Messieurs, Mesdames, Messieurs les militants, chers invités, c'est pour moi un grand honneur, un moment de pain et d'émotion et de joie à cet instant où, en ma qualité de président, je prends la parole au nom de la délégation UDPCI France. Tout d'abord, vous permettrez qu'un vibrant hommage soit rendu au président de l'UDPCI, M. Maverick Bogus, qui, ayant pris le cours de la situation sociopolitique du pays, a su convaincre ses militants que nous sommes d'apporter notre soutien à la candidature unique pour la réélection du président Alassane Ouattara. Le dernier congrès de notre parti en décembre 2013 à Yamoussoukro. Notons toutefois que l'UDPCI est membre fondateur du RHDP depuis 2005. Messieurs les délégués généraux, militants, militantes, mesdames et messieurs, honorables invités, depuis toujours, le PDCI n'a cessé de lier son destin à celui de la Côte d'Ivoire, pays que le père fondateur a façonné et dont le président Bédié a hérité pour lui donner une image à la hauteur de sa grandeur. Véritable dynamique de bâtisseur, le président Alassane Ouattara en est aujourd'hui l'incarnation. Il y a bientôt 10 ans, oui, 10 ans, que notre coalition existe et poursuit le combat pour le développement de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Le PDCI RDA France, par ma voix, vous salue et se félicite du chemin qui a conduit aujourd'hui à donner au RHDP candidat unique à la personne du président Alassane Ouattara. Car, en effet, nous sommes sans le vouloir une grande nation. Il est donc une obligation de considérer cette rencontre comme un moment inédit, comme un tournant, oui, un véritable tournant de la vie de notre coalition politique RHDP. Ma satisfaction est grande et fondée, c'est-à-dire à ce titre que mes remerciements se portent sincèrement vers Henri Conan Bédié, président de mon parti, le PDCI RDA, dont la clairvoyance et la sagesse dans l'initiative est à saluer. Je voudrais également adresser mon vif remerciement à son Excellence Guillaume Soro Kibafori, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et sa hauteur d'esprit, à son soutien manifeste au président Nicolas Bédié, dans ce qu'il a ouvert les voies au plébiscite du président Alassane Ouattara, qui veut conduire notre pays, la Côte d'Ivoire, à une véritable émergence, un concept que nous devons dorénavant, mesdames et messieurs, nous approprier sans complexe. À l'instant où je vous parle, notre pays marque son retour dans le concert des nations, grâce à la politique économique amorcée par le président Alassane Ouattara. Le dynamisme de cette action qui a mené impacte qualitativement la croissance et concède à son quinquennat qui égrène ces derniers mois un bilan plus que positif. C'est le mal de restauration de la confiance d'un peuple à son leader. C'est aussi le gage de la confiance que lui témoigne sa jeunesse, une jeunesse active, innovante et responsable que nous constituons, vous et moi. C'est à ce titre que je m'adresse à vous,
Monsieur le conseiller du président en charge de la jeunesse. Oui, frère Touré Mamadou. Je dis frère parce que cela fait bien très longtemps que nous nous connaissons. Depuis mes classes à HEP aux études politiques et CDS de Paris, tes interventions te présageaient un destin de leader charismatique au service de la Côte d'Ivoire. Oui, frère, je voudrais me faire le porte-parole de la jeunesse de la diaspora ivoirienne et adresser un message par ton biais au président de la République de Côte d'Ivoire, notre candidat. La Côte d'Ivoire a grandement besoin de ces intelligences que vous voyez ici dans cette salle, que nous consultons tous. C'est pourquoi nous avons la profonde conviction d'être des acteurs incontournables et prêts à fédérer nos énergies à tous les niveaux, afin de permettre que demain soit une ère où les aspirations populaires portent haut le flambeau de la victoire du candidat Alassane Ouattara. Car l'homme est un gagneur. Et nous en sommes conscients. C'est le mérite que nous lui devons. Qui nous a toujours accompagnés dans nos combats. Tel que nous avons toujours été présents pour la reconstruction du pays, nous continuons à rester disposés à accompagner le président Ouattara et son gouvernement dans leurs efforts de développement du pays lors de son prochain mandat. C'est pourquoi nous affirmons que la diaspora ivoirienne ne saurait constituer un fonds de commerce pour certains sans elle. Elle ne saurait être manifestée que par de la rhétorique, des grands-messes ou des resboufs. La diaspora, c'est des potentialités à traduire dans les faits. L'émergence que le président Ouattara offrira aux générations suivantes n'est que le point de départ d'une politique d'industrialisation accélérée du pays, et la diaspora, avec sa culture d'industrialisation acquise par immersion dans les pays d'accueil, demeure l'un des vecteurs essentiels de transfert de technologie. La Côte d'Ivoire revient de loin, de très loin, et elle s'en souviendra pendant longtemps pour ne pas relâcher l'effort nécessaire à toujours réconcilier ses enfants pour son développement harmonieux. Avec cette essence de la pensée du président Houphouët, dialogue et paix, qui est le fondement même du RHDP. Vive le RHDP, vive le président de la République, pour que vive la Côte d'Ivoire. Merci. Président reçoit la bénédiction de Maman Boigny. Président reçoit la bénédiction de Maman Boigny. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse. Monsieur le président du RHDP France, honorable Koulibaly, honorable notable de la grande communauté ivoirienne de France, honorables invités, mesdames et messieurs, lorsqu'il m'a été suggéré de prendre brièvement la parole devant cette assemblée, je me suis demandé pendant un temps plus long que celui de mon intervention ce que je pouvais bien dire en un jour aussi paradoxal. Le 11 avril est un jour paradoxal dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Car en réalité, à propos du 11 avril, il y a deux interprétations concurrentes. Il y a deux interprétations qui s'affrontent. Selon une interprétation qui a produit 44 livres chez l'Armatan, de la part des intellectuels de la galaxie Probago, le 11 avril 2011, c'est le jour de l'humiliation de l'Afrique par la France. Premier argument.
Deuxième argument, le 11 avril 2011, ce serait le jour de l'humiliation de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Deuxième argument. Troisième argument, le 11 avril 2011 serait le jour où les puissances étrangères de la sous-région ouest-africaine coalisée ont agressé la malheureuse Côte d'Ivoire. Troisième argument. Quatrième argument de la propagande pro-Gbagbo, le 11 avril 2011, c'est le jour du triomphe par les armes de ceux qui ont perdu l'élection de 2010. Je fais partie de ces intellectuels, venus d'ailleurs que la Côte d'Ivoire, devenus ces enfants adoptifs, qui ont pris la responsabilité d'affronter ces 4 mensonges. Dès 1995, j'écrivais, alors professeur en Côte d'Ivoire, que la catégorisation de la société ivoirienne en ivoirien de souche multiséculaire, alors que la Côte d'Ivoire n'avait même pas 100 ans, et en ivoirien de seconde catégorie, finirait par une confrontation fratricide. Je proposais le premier article en 1995 à un journal qui s'appelait à l'époque Notre Voix. L'article ne fut pas publié. Et je compris alors que j'avais un devoir générationnel, que j'avais une longue tâche intellectuelle à mener. Premier argument, le 11 avril serait-il le jour de la guerre et de la victoire de la France contre la Côte d'Ivoire? Ceux qui le disent ont-ils oublié que pour prendre le pouvoir en octobre 2000, c'est la reconnaissance de la France socialiste qui permet à Laurent Gbagbo d'obtenir le quitus de la communauté internationale? Ont-ils oublié que, élu dans des conditions calamiteuses, comme il l'a dit lui-même, il entra au palais présidentiel alors que 60 à 70% de l'électorat de Côte d'Ivoire avait été exclu d'office, puisque les candidats Alassane Ouattara du RDR et Henri Konan Bédié du PDC-RDA étaient exclus de l'élection? Ont-ils de la mémoire ceux qui nous disent que le 11 avril 2011, c'est le jour de l'humiliation du Woody de Mama? Alors que ce jour-là, le président Alassane Ouattara a donné instruction à son Premier ministre et ministre de la Défense de ramener sain et sauf Laurent Gbagbo et toute sa famille. Il y en a qui oublient qu'ils devraient considérer le 11 avril 2011 comme le jour de la résurrection offerte par Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo. Car tout le monde sait que le 11 avril 2011, si ce sont les forces de Laurent Gbagbo qui avaient réussi à prendre le coffre, aucune des autorités qui vont briller la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne serait vivante. Troisième thèse. On nous dit que le 11 avril 2011, c'est le jour de la victoire des forces étrangères de la sous-région contre la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la République d'intégration cosmopolitique panafricaine. C'est le pays qui a appris aux Africains comment vivre en africain et comment préparer l'avenir incontournable de l'Afrique. Qui peut faire face aujourd'hui à Boko Haram sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au phénomène de la sécheresse sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au phénomène des migrations sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au développement économique de l'Afrique sans l'intégration africaine? Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire, le pays qui a élaboré le modèle que tout le monde va suivre. Ça, c'est pour le troisième argument. Quatrième argument, c'est ce jour-là que ceux qui ont perdu les élections ont gagné par les armes. Mais qu'est-ce que c'est faux? Ce sont les mêmes qui nous ont bien dit la Côte d'Ivoire marche à 3 pieds sur le plan politique. Celui qui en possède 2 bat celui qui en possède 1. Or, en 2005, à Paris, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié signaient les fondements du renouvellement de l'oufouettisme moderne. Et ils mettaient en place l'alliance qui allait battre au second tour, grâce à l'appel convergent du président Henri Konan Bédié, le candidat Laurent Gbagbo. Le troisième pied qui lui manquait, eh bien,
ce troisième fait ne peut pas être remplacé aujourd'hui par la propagande. Je conclurai donc mon propos en disant, eh bien, le 11 avril, c'est la victoire de trois forces qui composent la Côte d'Ivoire et dont l'harmonie fait sa puissance. La première force, c'est la sagesse. Elle est représentée par la magnificence du président Henri Aimé Konan Bédié. La deuxième force, c'est l'élégance, l'art de la gouvernance. Car certains ne savent pas que le président Alassane Ouattara conseille encore tous les chefs d'État du monde en ce qui concerne la gestion de leur pays. Oui. Le président Hollande prend des renseignements chez le président Ouattara sur l'art de gouverner la France. Le président Ouattara conseille les chefs d'État des États-Unis, de Chine, de Norvège, de Finlande sur le gouvernement de leur pays. La deuxième force dont je voulais parler, à savoir la beauté de l'art de la gouvernance. Mais il y a une troisième force. Il y a une troisième force, celle du courage, incarnée par un ministre de la Défense, premier ministre, aux heures les plus chaudes de la Côte d'Ivoire. Merci. Elle est incarnée par un homme qui, dès 1995, avait compris que le combat du président Alassane Ouattara était le bon combat pour la transformation moderne de la Côte d'Ivoire. Et qui, marchant dans son sillage, a levé dans la jeunesse de Côte d'Ivoire un mouvement patriotique, des forces nouvelles qui, dès 2010, lorsque Laurent Gbagbo a voulu voler le vote des Ivoiriens, ont dit non, avec courage. Cet homme, Guillaume Kibakori Soro, est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Trois forces ont remplacé le sens du 11 avril. Le 11 avril, c'est la date de la renaissance de la Côte d'Ivoire moderne, par la sagesse, par l'élégance et par le courage. Je vous remercie. Si le professeur très prochainement n'est pas occupé, qu'il vienne nous entretenir encore sur la Côte d'Ivoire et surtout l'émergence 2020 pour le président Alassane Ouattara. Très bientôt. Merci beaucoup. On va demander au professeur de s'asseoir. Merci. Il y a encore d'autres programmes. Il ira tout à l'heure à Rouen. Voilà, il a chopé en 20 heures. Qui nous enseigne dans l'ombre pour marchander sa candidature, il est prêt à aider sa candidature si on lui donne un peu d'argent. Il y a des gens dans cette salle, que Kakabe a approché. Même encore il y a quelques jours, puisqu'il est là. Donc vous savez ma candidature, en fait, bon, si vous me faites manger un peu, moi je suis prêt à aider ma candidature. C'est pas ça la politique. C'est formidable cette manière de faire de la politique. Donc c'est vraiment c'est la plaisanterie, c'est même pas la peine d'en faire un sujet de conversation, c'est vraiment la plaisanterie de la dernière catégorie. Ensuite, on a quand même deux personnalités qu'il faut respecter. Et je demande aux militants de RHDP de ne pas insulter. La campagne qui arrive, c'est quand on n'a pas d'argument qu'on insulte. N'insultez personne. Nous avons avec nous le bilan, nous avons avec nous le leadership d'un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas candidats contre quelqu'un. Le président Alassane Ouattara, avec le RHDP, est candidat pour la Côte d'Ivoire. Nous avons pris des engagements vis-à-vis des Ivoiriens en 2010. À l'espace de siècle, il est tout à fait normal que nous puissions aller ensemble aux Ivoiriens. Voici les engagements que nous avons pris. Voici ce que nous avons pu réaliser. Et nous, aux Ivoiriens, de nous renouveler par leur confiance. Nous n'avons pas d'adversaire au sens querelle politique du terme. Tous les autres candidats seront pour nous des frères.
Mais en même temps, comme c'est une élection, nous sommes soucieux de savoir quelle est leur vision, quel est leur projet. Et jusqu'à présent, on cherche, on ne trouve pas. Et si Amara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, une personnalité respectable, j'ai cherché. Et si Amara, au détour d'une conférence, dit qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire parce que lui, il a incarné la l'adresse. Il a été, et c'est vrai, ministre des Affaires étrangères. Il a présidé l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été sur près de 191 pays ou 192 pays dans le monde. Il a fait 139 pays. Et donc, son carnet d'adresse a lui permis aujourd'hui d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Sauf qu'il a oublié quelque chose. Il a été ministre des Affaires étrangères il y a 25 ans. Le monde a évolué depuis 25 ans. Son carnet d'adresse n'a pas été actualisé. Il y a 25 ans, Barack Obama n'était pas aux affaires. Il y a 25 ans, Onam n'était pas aux affaires. Il y a 25 ans, Angela Merkel n'était pas aux affaires. Donc son carnet d'adresse est périmé. Celui dont le carnet d'adresse a de la substance, c'est celui dont le professeur Djamsi a parlé, qui lui a des adresses actualisées, parce qu'il parle avec les grands de ce monde aujourd'hui, et ceux qui ont la destinée des pays les plus importants aujourd'hui et qui peuvent influencer positivement notre développement en Côte d'Ivoire. C'est de celui-là dont on a besoin. Pas des gens qui ont des carnets d'adresse qui datent d'il y a 50 ans, et dont la plupart des acteurs ne sont même plus de ce monde. Le Premier ministre Bani, quelqu'un qui est aussi respectable, Premier ministre de notre pays, et il faut le respecter. C'est un aîné. On a cherché aussi quel était son projet. Je le dis maintenant pour les aider aussi à construire des projets. Pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 4 mois d'élection présidentielle, on n'a aucune visibilité sur leur vision et leur ambition de la Côte d'Ivoire. Bani, c'est moi qui le dis. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un ego surdimensionné. C'est lui Bani. L'héritier. J'ai lu l'une de ces longues tribunes où il faisait un peu de la sémantique. L'héritage et l'héritier, le voisin, le fils du voisin ne peut pas être l'héritier. Une confusion totale. Et je vais rafraîchir la mémoire à M. Bani. C'est vrai, je n'ai pas son âge, c'est vrai, je n'ai pas son expérience, mais nous sommes aussi contemporains de l'histoire récente de notre pays. C'est le professeur Gikawi qui a dit qu'il n'a pas souvenance. La participation de M. Bani à une seule réunion importante du PDC. Si ce n'est pas de l'imposture, d'où vient-il que quelqu'un qui n'a jamais participé à la construction de la vie d'un parti politique et qui n'a participé à aucune étape importante de la vie de ce parti, vient de se positionner comme le dépositaire, l'héritier naturel de ce parti? Qui est le voisin? Le RDR est le voisin qui veut prendre l'héritier? Mais non. En réalité, je vais vous expliquer l'histoire, c'est simple. Nous étions tous de la même famille. Nous étions tous de la même famille. Quand le père est décédé, nous ne sommes pas entendus sur le partage de l'héritage. Les enfants ont décidé de prendre le barrage et de partir. Le RDR et le DPCI ont décidé de prendre le barrage et de partir. Parce que nous ne sommes pas arrivés à nous entendre sur l'héritage du père commun. Mais après, nous nous sommes rendus compte que même en partant, les uns ou en restant pour les autres, personne n'a pu bénéficier, aussi bien ceux qui sont restés que ceux qui sont partis, personne n'a pu bénéficier réellement de l'héritage de notre père qui est au fond. Nous avons décidé de nous retrouver dans la même maison pour préserver le peu qui restait encore de l'héritage de notre père, mais mieux faire en sorte que cet héritage-là puisse s'accroître. Il n'y a pas de voisin, le voisin c'est lui. Parce que s'il y a un voisin qui veut venir prendre l'héritage de notre père, c'est lui le voisin, parce qu'on ne l'a pas connu.
On ne sait pas où il était. Il ne suffit pas seulement de s'appeler Bani et d'être de Yamoussoukro pour s'auto-proclamer héritier d'Oufo-Boigny. Ça, c'est un fond tribaliste. L'héritage d'Oufo-Boigny, c'est tous ceux qui, pendant cette décennie, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au plan d'Oufo-Boigny à faire de notre Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire moderne. J'ai terminé pour laisser la parole aux représentants donc, du parrain. L'actualité oblige. Le président Anaki Kobina, qui est un aîné que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai des relations très fraternelles, a fait une sortie qu'il ne faut pas laisser passer. Il a fait une sortie pour dénoncer un peu le complot contre lui. Le RDR, la présidence de la République, serait donc à l'origine du complot contre lui. Il a dénoncé les déséquilibres au niveau donc des réglages au sein du RHDP. Mais en le lisant, j'ai fait des exercices et je vous invite tous à faire des exercices. Finalement, il faut qu'on ait un débat foncier, il faut qu'on ait un débat sur la démocratie dans notre pays et sur la légitimité de ceux qui veulent incarner le leadership politique dans notre pays. C'est vrai qu'avec les médias, tout le monde peut parler. Mais quel est le poids véritable des uns et des autres? Je ne parle même pas seulement d'Anaki Kobina, je parle même de Mamadou Koulibaly. Je le dis à une chaîne étrangère, mais ce monsieur est surmédiatisé par rapport au poids réel qu'il représente. Mamadou Koulibaly s'est présenté aux élections législatives à Koumassi, il a eu 2% à Koumassi. Il a eu 2% à Koumassi, qui est une sous-localité de la Côte d'Ivoire. D'où vient-il que ce monsieur, à qui les populations de Koumassi n'ont pas eu confiance, veulent s'ériger en conscience ivoirienne pour dire ce qu'il a eu de faire ou ce qu'il a eu de faire? Mais c'est le cas pour le président Anaki. Lors des élections passées, ils ont eu 2%. Adama Daïko, je ne dis pas ça pour le monde de lui. Adama Daïko a eu plus de voix que lui. Il s'est présenté aux législatives à Cocody. Il a eu 5% face à Yassine Aoumien et à Paris, il a eu 5%. À sa place, dès l'annonce des résultats, j'annonçais mon retrait de la vie politique nationale. Ça, on aurait eu ça ici en Europe. Malheureusement, dans nos pays, il existe encore des politiques qui n'ont aucune valeur. La seule valeur qui importe sont les intérêts. Et on navigue en fonction des intérêts. Alors, je vais dire à Anaki Kobina, mon aîné, que la présidence n'a pas besoin de faire de complot contre lui, ni le RDR. C'est qui est en train de se passer dans son parti qui ne voit pas, puisque son président est jeune Judicaire, est un jeune que j'encadre, avec qui je communique tous les jours. Ce sont les essences de son parti, la jeunesse, les femmes, les élus, qui disent que Anaki est un frein à leur propre évolution. Ils n'ont pas de lisibilité ni de visibilité sur ces actions. Aucune cohérence dans ces actions. Donc, si le conflit devait y avoir à l'interne, il y a une révolution qui est en train de se passer au sein de son parti, parce que le leader qui est censé être n'a pas pu être ce leader. Le leadership, ou un leader, c'est quelqu'un qui est capable de transcender, qui a une vision, qui est capable de se transcender ses intérêts propres pour conduire son équipe vers des horizons meilleurs. Donc nous n'avons rien à voir avec ce qui passe sur LFA. Son manque de leadership, son inconséquence et son incohérence sont à l'origine de la rébellion des instances de son parti. Et je sais que dimanche, demain, il y a un congrès extraordinaire de son parti pour déposer le président Anaki, puisqu'il n'a pas eu le courage politique lui-même, au regard de tout ce que je viens de vous énumérer, d'en tirer donc de toutes les leçons et donc de s'effacer de la vie politique nationale. Le renouvellement de notre vie politique nationale aussi, c'est ça. Les choses vont se faire, il y aura des vicissitudes, mais c'est ça, on ne peut plus. Et là où le président de la République, c'est par là que je vais terminer, a mis la barre
il sera de plus en plus difficile de faire la politique en Côte d'Ivoire parce que le populisme et la démagogie ne suffiront plus. Au-delà donc des paroles, la question que les citoyens poseront, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu pèses? Et c'est en fonction de cela que tu pourras dire que tu es légitime à parler au nom de Monsieur Touré Mamadou, sur l'action du président de la République. Merci beaucoup. L'action, que vaut l'action en Côte d'Ivoire? C'est par les actes maintenant. La dernière personne qui va intervenir est déléguée spécialement par le parrain qui, vous savez, est M. Amadou Koulibaly, secrétaire général de la présidence, ministre d'État. Alors, pour une commémoration d'ampleur, comme je disais, il fallait déléguer une personne de cœur. C'est pour cela qu'il a choisi M. Ali Touré, secrétaire général national du RDR, chargé des organisations des institutions internationales. M. Ali Touré, c'est à vous. Monsieur Ali Touré, sous les acclamations. Monsieur le représentant, mesdames et messieurs, monsieur le représentant, vous avez le micro et ce soir on vous écoute. Monsieur autorité religieuse, chef de communauté leader d'opinion, monsieur le conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la jeunesse et des sports, monsieur le président du RHDP France, monsieur le représentant du parti sous lequel nous dirigeons la Côte d'Ivoire, je vais parler de monsieur Zé Messieurs les délégués généraux du PDCI-RDA, du MFA de l'IDPCI et les structures spécialisées, mesdames et femmes responsables des partis politiques, Monsieur Ousmane Touré, mon jeune frère, tout puissant diplomate à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, mademoiselle Fatim, honorables invités, distingués délégués, en vos rangs, tâches et qualités. J'ai dans cette salle mon grand frère que j'ai invité personnellement et qui est caché par derrière. Stanislas, il faut venir devant. C'est le boulot qui l'appelle. Tu n'es pas n'importe qui au pays, tu ne peux pas te mettre derrière. Viens devant. Merci. Stanislas est le chef de village à Daloa. De la même façon, regardez-moi demander des émissions comme il dit Dalose. Monsieur le président de l'ADR, je vous salue. Même si vous êtes aujourd'hui dans la communication et l'information. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du ministre d'État, secrétaire général délégué du RDR, secrétaire général de la présidence de la République du Côte d'Ivoire, vous saluer et féliciter les organisateurs. Féliciter surtout le RHDP de son président, que nous avons versant, et féliciter tous les artistes qui ont participé à cette manifestation. C'est un honneur pour moi de représenter un personnage de cette envergure. Mesdames et messieurs honorables délégués, pour ceux qui ne le savent pas, le ministre d'État Amadou Kon est ce que nous appelons communément le lion. Fidèle des fidèles du président Alassane Ouattara, compagnon de lutte infatigable, intarissable, je voudrais vous demander de vous lever et d'applaudir le ministre d'État Amadou Kon. Je vais demander parce que le ministre d'État a participé à tous les combats sur la Côte d'Ivoire. Il a traversé des moments difficiles. Dans beaucoup de cas,
Le fait que vous ayez choisi le ministre d'État en partie lui a fait beaucoup de plaisir. Il m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Mais la prochaine fois, je pense qu'il prendra toutes les dispositions pour y être. Je ne vais pas être trop long parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une meeting politique. C'est un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie, tous ceux qui sont handicapés et tous ceux qui ont été victimes de la crise post-électorale, toutes tendances confondues. J'ai des amis pro-Gbagbo que j'ai appelés moi-même pour leur dire qu'aujourd'hui, on ne célèbre ni Mata, ni Gbagbo, ni Bédié. On célèbre tous ceux et toutes celles qui ont été victimes de notre bêtise. Il y en a qui sont dans la salle et il y en a qui n'ont pas pu venir. Donc aujourd'hui, je voudrais vous transmettre le message du ministre d'État. Ce message se décline à 4 points. Le 11 avril 2011, jusqu'aujourd'hui, 11 avril 2015, ça fait 4 ans que les Ivoiriens font des efforts pour se réconcilier. Le ministre d'État, le ministre Amadou, me demande de vous demander de cultiver la tolérance, le pardon et la réconciliation. Dans cette crise post-électorale, tous les Ivoiriens ont perdu un membre. Tous les Ivoiriens ont perdu quelque chose. On va refaire la route. Il s'agit pour nous, de façon intelligente, de voir dans quelle mesure des discussions peuvent être prises pour éviter que ce scénario se répète en 2015 ou en 2020. Je voudrais ici, au nom du ministre Amadou, remercier toutes les militantes et tous les militants du RHDP France pour leur contribution dans la lutte et tous les démocrates qui ont bien voulu aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise post-électorale. Enfin, permettez-moi de faire un point sur les futures élections. Bientôt, nous allons entrer en campagne. Le ministre d'État, le ministre Amadou, me demande de lui dire que le gouvernement est à pied d'œuvre et est en train de prendre toutes les dispositions pour que nous ayons des élections apaisées en 2015. La différence entre tous les mois, les et vous, c'est que nous devons appliquer comme le dit ici. Mais je peux vous dire, tout Ivoirien sérieux et responsable qui a fait la crise post-électorale ne peut pas sauter notre crise en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Chacun d'entre nous a vécu. C'est-à-dire, si nous sommes encore vivants, ça veut dire que nous meurent. Tous ceux qui ont échappé à la crise post-électorale, c'est parce que ce n'est pas de vie. Tout le monde était un cible mortel. Pour Gbagbo, pour Ouattara, pour Soro, pour Bédié. La vérité, c'est ça. Donc, vraiment, je voudrais encore vous remercier. Comme je l'ai dit, je ne veux pas être long. Je vous remercie de la mobilisation. Vous avez la salutation du ministre d'État et vous avez surtout, ce que vous l'avez dit, les encouragements et les félicitations du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara. Je vous remercie. Le ministre d'État Amadou Koulibaly, M. Touro Ousmane de l'ambassade de Côte d'Ivoire, M. Nizako, président du RHDP France, mon cher ami et frère Nancy, messieurs les délégués du PDCI, de l'UDPCI et du MFA, chers parents, chers traditionnels, chers amis jeunes. C'est avec beaucoup d'honneur que, enfin, j'ai oublié ma terre, c'est pas ton héritage. Je voudrais donc Zi à plusieurs titres. Il est le président de la fondation PDCI Espoir, il est le président du conseil d'administration des communicateurs du RHDP. Il est délégué coordinateur général
PDCI dans le Togo. Il est aussi délégué départemental du PDCI de Wangolé, m'a même promis un peu de temps à Wangolé pour faire un peu d'élevage. Je voudrais saluer mon ami et frère Zié. Nous avons l'habitude de nous suivre depuis maintenant plusieurs années. Nous avons fait énormément d'activités ensemble. Je note simplement sa constance dans le combat, sa loyauté au président Henri Konan Bédié, mais surtout sa loyauté au RHDP. Alors, je disais donc, ça fait beaucoup de plaisir de nous retrouver ici à Paris pour fêter le 11 avril. Nous étions des vôtres il y a 4 ans, puisque à la demande du président Ouattara, nous étions ici à Paris pour aider à la communication et nous avons suivi de près le travail extraordinaire qui a été fait par les militants ici en France. Ceci n'a pas rappelé, mais dans le contexte 2011, c'est vrai qu'il a dit un peu, alors que la plupart de nos responsables étaient cloîtrés au Golf Hotel. Nos militants n'avaient aucune possibilité, en tout cas dans la zone sud, d'organiser des manifestations démocratiques. Les pauvres femmes d'Abobo qui ont essayé d'organiser des manifestations ont été lâchement assassinées. Et le président de la République a décidé aujourd'hui de leur rendre hommage à Abobo, puisqu'il est passé aujourd'hui à Abobo, pour rendre hommage à ces braves femmes qui sont mortes sous les bombes assassines de Laurent Gbagbo. Et donc le combat à Paris a été déterminant, tant au niveau de la mobilisation qu'au niveau de la pression diplomatique, puisque la France est un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Différentes résolutions avaient été prises par les Nations Unies, ces résolutions avaient du mal à être appliquées. Il a fallu donc qu'il y ait un travail important et je voudrais en cela saluer tous les jeunes, tous les doyens pour les prières qui ont été faites. Si ceux qui me connaissent toutes mes vérités, je ne suis pas d'accord quand on parle de manque de reconnaissance. Autant il faut reconnaître le mérite de ceux qui travaillent, je ne suis pas d'accord lorsqu'on parle de manque de reconnaissance. Mise à pro est l'illustration parfaite de la reconnaissance du président de la République au combat qui a été mené ici à Paris. Je parle de mise à pro, mais je peux citer aussi d'autres personnes. Mais cette reconnaissance, c'est aussi tous ces cadres du secteur général du RDR, aux cadres des autres partis qui se sont relayés sur la place parisienne. Et moi-même, j'ai assisté à de nombreuses rencontres. Ils ont eu à rencontrer les militants pour leur dire merci. Donc, ce n'est pas juste aussi de dire qu'en aucun moment les militants n'ont été remerciés. Ali Touré, qui est là, qui est membre de la direction du parti aussi, a eu des rencontres avec les militants. Je sais qu'au PDCI, des cadres ont eu des rencontres avec les militants. Donc, la reconnaissance, elle est de mise. Et le président de la République attache beaucoup d'importance à la reconnaissance de lui-même. Durant tout son parcours, ses valeurs ont été établies. Je voudrais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, dire que la diaspora est importante. Le président a lancé un appel pour le retour de la diaspora. Beaucoup de jeunes ont pu donc retourner. Beaucoup sont en attente de perspectives réelles pour retourner. Beaucoup ont essayé avec des fortunes diverses. Certains sont sur le terrain directement à Abidjan, n'ont pas pu avoir des opportunités, et d'autres ont pu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent à de hautes fonctions. Ces jeunes sont issus de la diaspora. Le chef de l'État a mis en place une direction générale des citoyens de la diaspora. C'est votre direction. Il faut que vous appropriez cette direction. Il ne faut pas forcément attendre que la direction vienne d'Abidjan vous dise ce que vous avez à faire, mais vous-même vous pouvez aussi, dans une approche inverse, aller vers cette direction pour lui dire quelle est votre perception de votre évolution et de votre apport donc, à l'émergence de votre pays. D'ailleurs, je vous annonce qu'au mois de mai, autour du 7 mai, le ministère de l'intégration africaine et des citoyens de l'étranger va organiser un forum de la diaspora à Abidjan. Il faut que vous vous mobilisez pour participer à ce forum de la diaspora qui va ouvrir le débat sur la structuration de l'organisation et surtout l'apport de la diaspora dans l'évolution de notre pays. Je pense que l'ISAPO pourra faciliter les contacts avec Isiaka pour que les jeunes puissent donc prendre part activement
à ce forum qui va s'organiser dans un mois. Est-ce que ça vaut la peine de parler encore du bilan du président Ouattara? C'est Nguès Bon Sens qui a dit qu'il avait un nom que je n'ai pas une tante qui était aveugle, mais qui passait vers le pont. Son oncle, un aveugle qui passait vers le pont, mais qui a senti le pont. En réalité, devant toutes les réalisations du chef de l'État, dans tous les domaines, on ne peut être que de mauvaise foi si on continue donc de nier l'évidence. L'évidence, c'est qu'au niveau de la paix et de la sécurité, le président a fait avancer le pays. Au lendemain du 11 avril, nous avions une armée totalement destructurée. Laurent Gbagbo avait privilégié les milices à l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Avec les réformes dans le secteur de la sécurité, avec l'aide de Guillaume Soro, qui était ministre de la Défense Premier ministre, réformes qui sont poursuivies après son départ. Aujourd'hui, nous avons une armée hiérarchisée avec un commandement clair. Aujourd'hui, nos forces, les forces de défense et de sécurité, je parle des FRC, que ce soit au niveau donc, de l'armée, que ce soit au niveau de la gendarmerie, font la fierté et ont permis d'avoir un climat de sécurité propice aux activités économiques, propice au retour des investisseurs, propice au retour des institutions internationales. La part est de retour à Abidjan, le bureau régional de l'UNESCO est de retour à Abidjan, Microsoft est de retour à Abidjan, General Electric est de retour à Abidjan. Mais ça peut être du bavardage. Il y a des instruments qui ont été mis en place pour mesurer le degré de sécurité dans un pays. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est une norme un peu partout. Selon ces instruments des Nations Unies, le niveau d'indice d'insécurité en Côte d'Ivoire est de passer de 4 points en 2012 à 2 points en 2014. Ce qui a fait dire au président François Hollande que Abidjan a le même niveau de sécurité aujourd'hui que Genève et New York. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est François Hollande qui l'a dit devant tout le monde. Et ça a permis aussi à un retrait progressif de l'opération des Nations Unies dans notre pays. Aujourd'hui, l'ONUCI a un plan de retrait progressif parce que l'ONUCI estime que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens d'assurer la sécurité de ses concitoyens. La paix et la cohésion sociale, là encore il faut être aveugle, ne pas voir l'évidence. Un journaliste me posait la question de savoir mon interprétation sur le propos de l'ancien président de la CNDR, qui aurait dit que le président Ouattara l'aurait empêché de rendre visite à l'ex-président Gbagbo à La Haye. J'ai dit au journaliste que je ne crois pas que M. Pani puisse dire ça. C'est un monsieur respectable, il a été Premier ministre, nous avons beaucoup de respect pour lui, il ne peut pas mentir. Mais s'il avait dit, ce serait grave. Parce qu'il sait qu'en 4 ans, les seules initiatives en faveur de la paix ont émané du président Ouattara et de son gouvernement. Les seuls éléments palpables sont venus du président de la République et de son gouvernement. Je parle d'abord de la mise en place de la CNDR, je parle du retour des réfugiés dans notre pays, des missions gouvernementales qui ont sillonné toute la sous-région. Le président d'abord lui-même, dès son ascension au pouvoir, a fait toute la sous-région. On a rencontré les Ivoiriens, leur demander de revenir. Ensuite, au niveau gouvernemental, il y a eu des missions. Aujourd'hui, sur l'HCR, plus de 90% des réfugiés ivoiriens sont de retour dans notre pays. Le dialogue avec l'opposition, ça a été une initiative du gouvernement. Ce dialogue a été conduit par le Premier ministre Alfred Jano du PDCI-RDA. Et ce dialogue a permis d'avoir une série consensuelle aujourd'hui, puisque le Front populaire ivoirien et l'Alliance des forces démocratiques, qui est une alliance de l'opposition, siègent au sein donc de la commission électorale indépendante. Le dialogue avec l'opposition a permis le dégel des avoirs de près de 300 personnalités proches de Laurent Gbagbo. Le dialogue avec l'opposition a permis au gouvernement de soumettre une requête auprès de la justice
pour la mise en liberté provisoire de certains détenus proches de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, plus de 200 détenus, puisque la justice a accédé à la demande du gouvernement, plus de 200 détenus proches de Laurent Gbagbo sont en liberté provisoire. Enfin, la dernière avancée, c'est le financement de l'opposition. Le Premier ministre a aussi annoncé, à la suite donc des discussions, l'opposition sera financée. Donc, Alassane Ouattara et le gouvernement ont fait le travail que Badou aurait dû faire et qu'il n'a pas pu faire. Donc, je pense que le minimum de bon sens, je voudrais que M. Pani, en tout cas, évite, après avoir échoué lamentablement à la tête de la CPR, évite de faire porter la responsabilité à ceux qui ont donné un contenu à la réconciliation dans notre pays. Au niveau économique,